Le cabaret des arts et des lettres, cabaret des arts et des lettres. Votre randonnée littéraire et culturelle sur la 96.3. Le cabaret des arts et des lettres, une présentation de Armel Vaudrillon. Dimanche 15 juin 2025, auditeurs, auditrices de la 96.3 Nanto FM, bienvenue sur votre émission littéraire, le cabaret des arts et des lettres, et très bonne fête à tous les pères du monde entier. Abel Tchando assure les manipulations techniques de cette émission. Ici en studio, je suis Armel Vaudrillon pour vous servir. Dimanche 15 juin 2025, nous sommes à la veille de la composition du bac. Alors, candidate à ce premier diplôme universitaire, installez-vous confortablement. Pour vous aider à réussir votre épreuve de français, nous avons invité pour vous le conseiller pédagogique Georges Idossou. C'est un sachant de la didactique du français. C'est une personne ressource avec qui nous passerons au peigne fin le format de l'épreuve de français au bac. Pour vous aider à réussir votre épreuve de français, nous avons invité pour vous le conseiller pédagogique Monsieur Georges Idossou. C'est un sachant de la didactique du français. C'est une personne ressource avec qui nous passerons au peigne fin le format de l'épreuve de français au bac, de l'enseignement général, mais également celui de l'enseignement technique. Il n'est pas nécessaire de voir tout l'escalier, il suffit de faire la première marche. Aimable compagnon de ce cabaret, c'est par cette citation de Martin Luther King que nous allons installer notre invité de ce jour. Bonsoir CP. Bonsoir Monsieur le Président. Merci de vous présenter à nos auditeurs. Vous avez ici Georges Idossou, enseignant de français au CGN de Tanguita, conseiller pédagogique. Nous sommes à la veille du bac où généralement les candidats stressent beaucoup, ils ont peur de l'inconnu. Est-ce qu'ils pourront être à la hauteur des épreuves? Est-ce qu'ils trouveront des réponses justes aux questions posées? Est-ce qu'ils ont appris ou maîtrisé toutes les notions qui vont être évaluées? Autant d'interrogations qui trottinent actuellement dans leur tête. Eh bien, cher CP, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Merci, monsieur le journaliste. Je vais commencer par leur dire de déstresser. Le stress, vous savez, c'est naturel. Ça arrive à tout âge. Mais perdurer dans le stress, c'est ce qui est mauvais. Alors, qu'il soit relax, qu'il se déstresse, qu'il soit tranquille. Le bac, ce n'est juste qu'un examen. Et il arrive forcément des moments dans la vie où, quand on a peur de l'inconnu, on stresse. Donc, qu'il soit relax, qu'il se mette dans la tête que tout va bien se passer. La pensée positive, c'est comme ça. Dans cet état d'esprit que je souhaite qu'ils abordent l'examen du bac. Voilà. Alors, chers candidats, il n'est donc pas nécessaire de voir tout l'escalier. Il suffit de faire la première marche. La détermination compte beaucoup pour décrocher cet examen pour lequel vous vous êtes entraîné durant 9 mois. Alors, monsieur le CP, oui. Nous allons maintenant entrer dans l'épreuve de français. Oui. Nous allons commencer par le format APC. À quoi sert la situation d'évaluation dans la réussite de l'épreuve de français? La situation d'évaluation, on peut dire que c'est l'amorce. Ça permet de camper le décor. Ça permet de vous mettre en contact, de vous mettre dans le bain. Et
quand on dit situation d'évaluation, il y a forcément le contexte, un problème qui est posé, une tâche qui se décline en consigne. Donc c'est l'amorce, c'est le décor qui est planté, c'est pour mettre l'apprenant dans le bain. Comment sont constitués les tests du corpus et comment un candidat doit-il procéder pour réussir la lecture de ces différents tests? Oui, on dit lire, c'est interpréter. Lire, c'est interpréter. Interpréter, c'est donner du sens à. Alors, ce n'est pas pour rien qu'il y a la compétence de lecture. Les textes, c'est un groupement de textes. On appelle un corpus de textes. C'est un groupement de textes abordant le même thème, le même sujet. Alors, pour répondre aux questions, pour traiter les différents sujets, il faut comprendre le texte. On lit pour comprendre. On ne lit pas pour ne pas comprendre. Vous voyez? Donc, le candidat doit lire les 3 textes dans leur entièreté. Toute l'épreuve dans son entièreté. Avant maintenant d'opérer son choix. On lit le tout. Il n'est pas question de dire, bon, moi je suis habitué à la dissertation, je suis habitué aux commentaires. C'est gravissime parce que si vous avez l'habitude de faire la dissertation, il peut arriver que l'extrait qu'on vous a proposé pour la dissertation, que vous n'ayez rien compris à cet extrait-là. Et il se peut que c'est le texte de prévu pour le commentaire, c'est ce texte-là que vous comprenez très bien. Il peut aussi arriver que si par exemple vous vous dites, bon, moi je ne fais que la dissertation, il peut arriver que le test de contraction qu'on vous présente soit très facile, très aisé, que vous compreniez très bien le test et que vous ne compreniez pas le test de la dissertation. Donc, il n'est pas question de faire de la fixation. Non, il n'est pas question d'opérer un choix à l'avance. Non, c'est le terrain qui commande. L'épreuve, sinon le sujet qui vous donne le plus de facilité, c'est ce sujet qu'il faut attaquer. C'est comme ça. Voilà. Alors, parlant de consignes, vous l'avez si bien dit, il y a d'abord la compétence de lecture. Quels sont les types de consignes que le candidat pourrait rencontrer dans cette partie et comment y répondre? La compétence de lecture, vous avez dit. Oui. Oui, là, nous sommes au niveau de la compréhension. Quand on dit compétence de lecture, j'ai dit tout à l'heure qu'on lit pour comprendre. Donc, ce sont des questions liées à la compréhension des 3 textes. On peut demander le thème fédérateur, c'est-à-dire le thème commun. On utilise plusieurs expressions dans ce sens, hein. L'unité thématique, la convergence thématique. Mais si je voudrais attirer l'attention des candidats sur un fait, hein, parce que quand on parle de la convergence des 3 textes, il faut savoir que la convergence peut se situer au niveau du thème, comme ça peut se situer peut-être au niveau de la tonalité. Il faut qu'on précise ces éléments-là. Donc, on parle de la convergence des 3 textes sur le plan des idées. C'est le thème commun. Vous voyez. Donc, nous avons ce genre de questions-là. On peut poser des questions liées à la typologie du texte. Vous voyez. C'est fondamentalement des questions de compréhension. Hein. On peut demander la particularité thématique ou la spécificité thématique de chaque texte. Parce que même si les 3 auteurs abordent le même sujet, chacun voit le phénomène sous son angle, hein, de vision. Donc, ils parlent du même sujet, mais chacun aborde un aspect spécifique. C'est cet aspect-là qui fait la particularité thématique et oui, la spécificité thématique. Donc, c'est des questions de ce genre-là qu'on peut avoir à ce niveau-là. À ce niveau, est-ce que le candidat est-il obligé de faire une illustration en allant prélever des passages de texte pour un peu illustrer ou étayer cette particularité-là Ça dépend de la consigne qu'on lui a donnée. On peut lui demander de justifier le type du texte 1 par 2 indices textuels. Alors, quand on pose cette consigne-là, ça veut dire que c'est une démarche à 2 volets. Le premier volet, il faut nommer la caractéristique du type de texte que vous voulez exploiter. Deuxième volet, il faut aller prélever dans le texte ce qui correspond à cette caractéristique. Par exemple, vous avez remarqué qu'il y a la présence d'une thèse. Alors, dites tout simplement qu'il y a la présence d'une thèse, alors qu'on vous a dit de justifier avec des indices textuels. Ça ne suffit pas. Il faut maintenant aller dans le texte pour repérer la thèse. Vous parlez par exemple de l'abondance des connecteurs logiques.
vous dites, oui, il y a abondance des connecteurs logiques et vous vous taisez, alors qu'on vous a dit de justifier avec des indices textuels. Vous n'avez pas fini de répondre à la question. Il faut, quand vous dites qu'il y a abondance de connecteurs logiques, il faut aller dans le test, prélever quelques connecteurs logiques pour montrer vraiment qu'il y a abondance de connecteurs logiques. Donc, c'est une démarche à 2 volets. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Alors, après la compétence de lecture, nous avons la deuxième partie de l'épreuve qui porte sur la compétence d'écriture, où le candidat est appelé à opérer un choix entre 3 exercices. Et ce n'est souvent pas facile. Qu'est-ce que vous avez envie de conseiller, de dire à nos candidats et candidates qui nous écoutent actuellement? Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, on ne choisit pas un sujet parce qu'on est habitué à traiter ce type de sujet. On choisit son sujet en fonction des facilités et des opportunités qu'il nous offre à bien le traiter. Même si j'ai pris l'habitude de faire la dissertation et que le jour de l'examen, j'ai vu que c'est le test de contraction que je comprends bien, c'est mieux que je me penche du côté de la contraction. Vous voyez. Okay. C'est pour cette raison que nos candidats ont tort de diaboliser certains exercices. Comme le commentaire composé, par exemple. Comme le commentaire composé. Et nous aussi, enseignants, parfois, nous avons tendance à les soutenir dans cet état d'esprit-là. Le candidat peut tomber sur un test de commentaire très agréable, qu'il maîtrise très bien, qui lui donne suffisamment d'idées. Et je leur dis toujours, il n'est pas question de faire de la fixation. Travaillez à maîtriser les 3 types d'exercices. Là, ça vous donne plus d'éventail de choix, plus de possibilités, plus de marge de manœuvre. Alors, nous avons le sujet 1 qui porte sur la contraction de texte. Alors, à ce niveau, quelles sont les éventuelles consignes que le candidat pourrait rencontrer? Alors, la contraction de texte, c'est le sujet dans son ensemble. Parce qu'on a l'habitude de confondre contraction de texte et résumé, justement. Oui. C'est le sujet dans son ensemble. Oui. Et ça comporte quelques petites questions de compréhension aussi. Oui. On peut demander, par exemple, aux apprenants de dire le lien logique qui est en 2 paragraphes. Et souvent, beaucoup de candidats passent à côté. Je profite pour rappeler cela rapidement. Quand on demande le lien logique qui est entre un paragraphe X et un paragraphe Y, vous allez voir que le paragraphe Y commence par un connecteur logique particulier. Oui. Alors, la valeur de ce connecteur logique, c'est tout simplement le lien qui est entre les paragraphes X et Y. On constate que beaucoup commencent par faire de la littérature, on écrit. Non. Vous voyez, on peut poser aussi des questions sur la structure du texte. Ce sont les grands mouvements du texte. On est d'accord? Et ce sont les grandes idées développées dans le texte. Et ce sont ces grandes idées qui inspirent le découpage, qui inspirent aussi le titre à donner aux différentes parties. Beaucoup ne comprennent pas ça. Vous lisez attentivement. Vous voyez que l'auteur du texte parle de quelque chose. À un moment donné, il commence à parler d'autre chose. Toujours lié au même sujet. S'il change d'idée par rapport au sujet, ça veut dire qu'une partie vient de se terminer et une autre partie a commencé. Donc, c'est selon la nature des idées développées dans le texte qu'on le structure, qu'on l'organise, qu'on le découpe. Vous voyez? Donc, il faut que les candidats fassent attention à cela. Et je le répète, il faut qu'ils soient relax. Un examen, c'est pas la fin du monde. C'est un peu un tribunal. Le stress, c'est naturel. Mais quand ça perdure, ça devient quelque chose d'anormal. Mais moi-même, avant de venir ici, j'ai stressé un peu. Je n'ai jamais. C'est une petite parenthèse. Ok, donc c'est ça. Alors, avant d'aborder la méthodologie du résumé, oui. Avant la structure, il arrive aussi des fois qu'on rencontre des questions liées à la ponctuation. La ponctuation où on pourrait demander le rôle, parce qu'il existe des ponctuations qui jouent le même rôle que des connecteurs logiques. Oui, pourquoi pas. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce type de consignes? Oui, ouais, il y a quand même une certaine marge de manœuvre par rapport aux consignes à ce niveau-là. Hein. J'ai dit, l'objectif, c'est de toujours mesurer le niveau de compréhension de l'apprenant par rapport au test qu'on lui a soumis. Ça peut arriver. Donc, il faut faire très attention. Le problème que nos candidats rencontrent, c'est le problème de concentration. Quand vous lisez le texte en étant distrait,
ces nuances-là, on n'arrive pas à les percevoir. Donc, il faut qu'il se concentre. Et se concentrer, c'est mobiliser toute son attention sur ce qu'on fait. Ne plus penser à autre chose. Ça pourra les aider à relever ces nuances-là. Parce que quand on dit une épreuve, le mot épreuve signifie quoi? Bon, une petite difficulté. Il y a des pièges. Oui. Il y a des pièges. Mais quand on ne se concentre pas, on ne détecte pas les pièges. Vous voyez? Donc je vais leur demander de beaucoup se concentrer pour relever ces nuances-là. Au niveau de la ponctuation, au niveau des connecteurs logiques. Parce que les connecteurs logiques impriment au texte ces grands mouvements, sa cohérence. Justement. Oui. Voilà. Alors, par rapport à la méthodologie du résumé, il n'est pas rare de voir des candidats plagier où il fait beaucoup plus de paraphrases. Oui. Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à la méthodologie? On constate que les apprenants, comme vous l'avez dit, je ne sais pas si c'est la paresse, je ne sais pas, mais quand on veut résumer un texte, d'abord, on doit comprendre le texte. Résumer, c'est réduire le volume de quelque chose. Oui. C'est dire en peu de mots ce que quelqu'un d'autre a dit en beaucoup de mots. Alors, il faut avoir l'esprit de synthèse. C'est en cela que je dis aux apprenants, pour moi, l'exercice le plus scientifique des trois exercices, c'est le résumé. Vous lisez le texte, vous en saisissez l'intelligence, donc vous comprenez le texte. Maintenant, vous finissez de comprendre le texte. Il faut recenser les idées essentielles ou les informations essentielles. Ça ne figure pas sur l'épreuve, mais vous ne pouvez pas passer du découpage du texte au résumé proprement dit sans relever les informations essentielles. C'est en relevant les informations essentielles que la reformulation s'impose. Le résumé est original, il est authentique. Ça veut dire que vous dites la même chose que l'auteur de votre manière. On est d'accord? Oui. Donc, après l'étape du recensement des informations essentielles, et quand on dit informations essentielles, c'est le test débarrassé des répétitions, des exemples, etc. Les grandes idées, c'est ça qu'on retient. Et vous les formulez à votre manière, en respectant le système d'énonciation, etc. Après cela, il y a un autre travail qu'il faut faire. Il faut introduire les connecteurs logiques appropriés. Si entre l'idée essentielle 1 et l'idée essentielle 2, vous constatez que c'est un rapport de conséquence, c'est le lieu d'introduire un connecteur logique qui traduit la conséquence. Si entre l'idée essentielle 3 et l'idée essentielle 4, c'est un rapport d'addition, c'est le lieu d'introduire un connecteur logique qui traduit l'addition. Mais attention, parfois, en reformulant les informations essentielles, vous introduisez naturellement des connecteurs logiques. Si vous constatez ça, ce n'est plus la peine d'introduire un autre connecteur logique, vous avancez. Et après, tout en introduisant les connecteurs logiques, quand vous introduisez les connecteurs logiques, au fur et à mesure que vous évoluez, vous voyez que les idées que vous avez recensées commencent par prendre l'allure d'un texte cohérent. Et après, vous vérifiez si vous avez respecté la marge. Et vous écrivez au bas du résumé, ce texte comporte tel nombre de mots. Est-ce qu'il est possible au candidat de présenter un résumé en paragraphe? Le résumé, pour ce que je sais, ça se présente en bloc. Voilà. En bloc. En bloc. En bloc. Voilà. Oui. Mais si c'est important de le dire, le résumé en bloc, parce que cette information échappe souvent à nos candidats qui présentent très mal leur travail en le morcelant en plusieurs paragraphes, ce qui est dangereux. Il faut y veiller. C'est important de mettre le résumé en bloc. Et enfin, pour ce qui est du sujet numéro 1, il y a la discussion. Merci. La discussion, c'est la petite version de la dissertation. C'est d'ailleurs pour cette raison que au niveau des programmes d'études, quand on finit avec, vous allez voir que tel que la SA est conçue, il n'y a pas une partie où on enseigne spécifiquement la discussion. Parce que la dissertation qu'on va enseigner après, c'est déjà la discussion. Et je pense que c'est parce que ça se retrouve à l'intérieur de l'épreuve de contraction de thèse que ça s'appelle discussion. Ça répond au même principe que la dissertation. Vous voyez? Ça peut me permettre aussi d'aborder rapidement la problématique de la dissertation. Si vous le voulez, je ne sais pas. On y reviendra. D'accord. Plus tard. Donc, lorsque vous ne faites pas l'effort, parce qu'il faut passer 20 à 25 minutes à comprendre, à lire, à comprendre le texte. Parce que l'extrait qui fera l'objet de la dissertation
est dans le texte. Donc, si vous n'avez pas pu bien comprendre le texte, ça vous rattrape là. Quand vous comprenez très bien le texte, mais attention, ici, parce qu'on voit certains candidats présenter la discussion sous forme de plan. Non, ça se rédige. Vous rédigez l'introduction, le corps de devoir et la conclusion en bonne et due forme. C'est comme ça que la discussion se présente. Vous voyez. Donc, il faut toujours faire attention. Et je voudrais m'appesantir sur la consigne discutée avant qu'on avance. Ok. J'ai coutume de dire à mes apprenants que la consigne discutée, c'est une consigne qui s'impose aux autres consignes. Lorsqu'on dit par exemple, explique et discute, ou bien argumente et discute, ou bien commente et discute, la simple apparition de la consigne discute fait que le candidat est obligé, après la phase explicative bien entendu, de soutenir le point de vue de l'auteur et après d'en relever les limites. Quand je dis commente, on dit commente, bon, nous savons tous que on n'a pas besoin de relever les limites. Voilà. Mais dès qu'on combine commente avec discute, le sens de commente disparaît au profit du sens de discute. Il faut qu'ils comprennent ça. Discute, la consigne discuter, si vous voulez, c'est une consigne, j'appelle ça une consigne forte. Quand ça entre en combinaison avec une autre consigne, c'est son sens qui l'emporte. Je voudrais attirer l'attention des candidats. Merci infiniment, CP. Nous allons souffler un tout petit peu en musique. Alors, auditeurs, auditrices de la 96.3 Nantes FM, nous sommes sur votre émission, le Cabaret des Arts et des Lettres. Et aujourd'hui, nous avons invité pour vous le CP Idossou Georges. Avec lui, nous sommes en train de passer en revue le format d'épreuve au bac selon les APC. Alors, maintenant, nous allons démarrer le sujet 2, qui est celui du commentaire composé. Un exercice tant diabolisé, un exercice qu'on tente de vendre cher à nos apprenants. CP, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux candidats? Déjà par rapport aux préjugés que les uns et les autres ont par rapport à cet exercice. Le commentaire composé, c'est un exercice assez simple où on vous donne tous les outils. C'est ce que je pense. Et le problème au niveau de nos apprenants, je pense que c'est un problème de méthodologie. C'est là que je vous salue pour le travail que vous faites. Classe de commentaires, vous avez écrit un livre comme ça. Oui. C'est bien, c'est pour démystifier l'exercice. Oui. Je pense, c'est l'une des raisons. Oui. Commenter un texte, ça répond à 3 objectifs. Lire et comprendre le texte, l'analyser, l'interpréter. C'est un exercice simple. D'ailleurs, les consignes qu'on donne avant de demander au candidat de rédiger le commentaire, ça regroupe déjà l'essentiel, les ingrédients qu'il faut pour réussir le commentaire composé. On est d'accord? Oui. Donc, il ne faut pas oublier que quand on dit commentaire, c'est votre sensibilité par rapport au texte. Mais ça ne se fait pas dans le désordre comme ça. Le texte que vous lisez, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans le texte? C'est ça l'idée générale. Moi, j'évite de dire aux apprenants que l'idée générale, c'est de quoi il est question. Parce que quand vous dites c'est de quoi il est question dans le texte, c'est juste, mais ça peut conduire les apprenants à vous donner le thème. Justement. Parce que l'idée générale, c'est le thème plus ce que l'auteur en dit. Le propos. Le propos, ce qui se passe dans le texte. Oui. Donc moi, je préfère rendre ça de cette façon-là. Oui. L'idée générale, c'est ce qui se passe dans le texte. Quand tu as lu le texte là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Dis-moi ça en 1 ou 2 phrases au plus. Surtout une phrase. Et en s'efforçant de rendre compte de ce qui se passe dans le texte, de ce qui s'est passé dans le texte, vous allez voir que progressivement, il va mettre en lumière l'idée générale. L'idée générale, maintenant, va se décliner en ce qu'on appelle les centres d'intérêt. C'est de très grandes idées qui constituent des aspects de l'idée générale. Oui. On est d'accord? Oui. Alors, maintenant, l'auteur dit les choses d'une certaine façon. La manière du texte. Il faut donner un nom, différents procédés formels,
Et je rappelle, quand on dit procédé formel, il faut que les candidats soient relaxés. Vous n'êtes pas obligé de connaître tous les procédés formels. Même un adverbe peut jouer le rôle d'un procédé formel. Justement. Donc, il faut donner un nom à ce procédé-là. Il faut donner un sens. Il faut interpréter. C'est ça l'idée suggérée. Qu'est-ce que ça suggère? Oui, on a fait il y a une telle métaphore ici, il y a une comparaison ici, il y a une virgule qui est placée, une mise en apposition. Et quand vous analysez, vous voyez que l'auteur suggère ceci. Donc, c'est un exercice simple. Je dis souvent, le problème que nos candidats rencontrent, c'est que quand il est question même de rédiger le commentaire, c'est toujours la question de la méthodologie. Quand je prends l'introduction, vous pouvez ne pas connaître l'auteur du texte. Partez d'une généralité simple. Présenter le texte. Et je dis, en présentant le texte, on n'est pas obligé de donner toutes les informations qu'on a. Non! Le nom de l'auteur, le livre duquel le texte est extrait, ça va. Vous mettez en évidence l'idée générale. Si vous le voulez bien, vous pouvez ajouter des informations comme la tonalité dominante, le type du texte, etc. Et vous terminez par l'annonce des centres d'intérêt. Il faut qu'ils comprennent que quand on commence par une généralité, il faut terminer l'introduction par l'annonce des centres d'intérêt. Ils peuvent avoir des formules toutes faites pour annoncer les centres d'intérêt. L'analyse de ce texte nous donnera l'opportunité d'aborder la question de centre d'intérêt 1 pour déboucher sur celle de centre d'intérêt 2. Ils peuvent le dire d'une autre façon, hein? Ça dépend de chaque candidat. Maintenant, la rédaction du commentaire composé, là encore, en fait, je leur dis souvent, quand vous rédigez le commentaire, quand vous prenez un texte que vous soumettez à un professeur X, un professeur Y, vous ne verrez pas le même commentaire. Mais ce qui est sûr, chaque professeur dans la rédaction du commentaire doit rendre compte d'un certain nombre de choses. Quand j'aborde le premier centre d'intérêt, en développant le premier centre d'intérêt, je dois être sûr que j'avance des idées qui soutiennent l'idée suggérée du procédé formel que je suis en train de développer. Parce que rédiger le centre d'intérêt, c'est rédiger les procédés formels qui sont liés à chaque centre d'intérêt. Oui. Je dois être sûr que, à un moment donné, j'ai illustré ce que je dis par un extrait du texte. Un extrait du texte dans lequel s'épanouit le procédé formel dont il est question. Oui. Je désigne clairement le procédé formel et j'aboutis, je finis en insérant l'idée suggérée du procédé formel. Je dis, si vous rédigez votre procédé et votre commentaire et qu'à un moment donné, vous n'avez pas ouvert les guillemets pour donner un extrait en vue d'illustrer un procédé formel que vous avez évoqué, si ce que vous dites, les analyses que vous faites, ce n'est pas en adéquation avec l'idée suggérée du procédé formel que vous êtes en train de développer, donc la rédaction du commentaire composé regroupe ces éléments. Alors, il y a des candidats qui se limitent simplement à 2 procédés par centre d'intérêt, tout simplement parce que la consigne le leur a demandé. Est-ce qu'on peut rédiger un centre d'intérêt avec 2 procédés formels? Si la consigne leur demande de trouver 2 procédés formels qui développent, bon, c'est le minimum, hein, mais on peut aller au-delà. Mais je ne sais pas si on va condamner le candidat à qui on a demandé de rédiger avec 2 procédés formels. Je ne sais pas si on va le condamner, puisque c'est ce que la consigne dit, et l'élève intelligent reproduit exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Mais l'expérience a montré que, en se limitant à 2 procédés formels, ça dérange un peu, donc on peut aller au-delà. Même les centres d'intérêt, c'est aussi, nous sommes dans la même dynamique, hein, parce qu'on peut aller au-delà de 2 centres d'intérêt, mais dans le cadre du bac, je voudrais bien que les candidats se limitent à 2 centres d'intérêt, tels qu'on le leur demande. Alors, comment passer d'un centre d'intérêt à un autre? Pour passer d'un centre d'intérêt à un autre, il y a forcément des transitions. Il y a des transitions. C'est des phrases de transition. Vous voyez, des phrases de transition. Ça vous permet d'établir le pont entre le centre d'intérêt que vous êtes en train de finir de rédiger et le centre d'intérêt qui vient. Il faut forcément... Parce que quand vous rédigez, parce que tout ce que vous dites doit être justifié. En fait, c'est le commentaire composé. Au fond, c'est une argumentation. C'est une argumentation, justement. Avant, ça s'appelait dissertation rédigée. Oui. Ça s'appelait dissertation rédigée. Oui. Vous voyez? Donc, en fait, vous justifiez le texte. Vous justifiez les procédés formels que vous avez pu identifier dans le texte. Vous justifiez beaucoup de choses. Mais vous n'avez pas besoin d'aller chercher les extraits ailleurs.
c'est le texte qui va encore servir d'exemple, c'est-à-dire les extraits. Vous voyez. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Quand la démarche est maîtrisée, on cesse de diaboliser le commentaire composé. Voilà. Et enfin, la conclusion. La conclusion d'un commentaire, ce n'est pas la conclusion d'un sujet de dissertation. Hein. Au niveau de la conclusion, il faut commencer par trouver des mérites au texte que vous venez de lire. Forcément, ce qui vous a marqué par rapport au style de l'auteur et rappeler élégamment les deux centres d'intérêt que vous avez développés. Ces belles pages, ces belles lignes de l'écrivain Temps nous ont permis d'aborder la problématique de centre d'intérêt 1 sans oublier de déboucher sur la problématique ou bien la question de centre d'intérêt. Maintenant, c'est le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vanter les mérites de l'auteur. Parce que ce n'est pas une dissertation où vous avez la latitude de relever les limites. Non, comme cela se fait en philosophie. Vous vantez les mérites de l'auteur à travers son style, ce beau texte. Si c'est les phrases courtes, parce que je ne l'ai pas dit, quand on rédige le secret de la rédaction, un sujet, un verbe, un complément. Il faut préférer les phrases courtes aux phrases longues. Quand l'idée que vous voulez exprimer vous oblige à faire une phrase longue, il faut couper ça en deux phrases courtes ou bien en trois phrases courtes. Alors on ne peut pas parler de la conclusion du commentaire sans parler de l'intérêt du texte. Qu'est-ce que ce texte que j'en tire comme leçon? Qu'est-ce que ça vient rectifier? Voilà les grandes lignes de la conclusion. Et pour ce qui est de la question de l'ouverture, est-ce qu'elle est obligatoire? Et comment fait-on l'ouverture en commentaire composé? Je pense que l'ouverture n'est pas obligatoire. Je pense que l'ouverture n'est pas obligatoire comme en dissertation. Mais, même en dissertation, ce n'est pas obligatoire. Hein. Si l'apprenant a les aptitudes pour établir l'ouverture, où est le problème? Ce n'est pas obligatoire. Et je ne recommande pas trop cela à mes apprenants. Déjà, l'exercice, la maîtrise de l'exercice, c'est un combat que nous menons. Bon, vous vantez la mérite de l'auteur, vous faites le point des idées développées dans le code du devoir, vous montrez l'intérêt du texte, c'est suffisant. Nous allons encore une fois souffler un tout petit peu en musique et revenir parler du dernier sujet qui est proposé dans l'épreuve du bac. Alors, CP Idossou Georges, oui. Nous voilà à la fin du format APC avec le sujet numéro 3 oui. Qui est celui de la dissertation. C'est l'exercice favori des candidats. Oui, l'exercice favori des candidats, c'est vrai. Mais pour faire une bonne dissertation, il faut avoir une culture générale. Il faut avoir une culture générale étendue et être un peu astucieux. Je vais me focaliser sur la question de la production du plan. Parce que quand vous avez un bon plan, vous avez un bon devoir. On est d'accord. D'abord, peut-être avant de parler du plan, je vais parler de la mise en évidence du problème posé. Je dis à mes apprenants, quand vous finissez de mettre en évidence le problème posé, posez-vous une question. Parce qu'il y a deux constantes qui doivent être là. Problème posé égale thème plus ce qu'on en dit, ce que l'auteur en dit. Quand vous vous posez la question de savoir s'il y a le thème, est-ce que j'ai pu parler du thème? Est-ce que dans ma formulation du problème posé là, le thème est dedans, le thème il transparaît, ce que l'auteur dit du thème c'est dedans. Je dis bon, je suis sur la bonne voie. Donc, une formule simple pour mettre en évidence le problème posé, c'est de s'assurer que dans la formulation, nous avons le thème et ce que l'auteur. Alors, pour le plan, la phase explicative est obligatoire, quelle que soit la consigne qui accompagne le sujet. Tout plan commence par l'explication de la pensée de l'auteur. Et quand on parle de l'explication de la pensée de l'auteur, en fait, c'est une reformulation, ça attend une reformulation. Il ne s'agit donc pas d'un développement. C'est pas un développement, c'est une reformulation. Et bon, si la consigne vous autorise à
justifier, à montrer le bien fondé de la pensée de l'auteur, là, passer à une autre étape, justification de la pensée de l'auteur, que vous allez décliner en arguments et exemples. Mais j'ai constaté que nos apprenants ne savent pas comment on trouve les arguments. Bon, voilà. Je vais prendre un exemple. Et Voltaire, de son vrai nom François-Marie Arouet, Oui. disait que le travail, je cite, le travail éloigne de nous 3 grands mots: l'ennui, le vice et l'oisiveté. L'oisiveté. Alors, on te donne ce sujet, on dit par exemple, argumente et discute. Et tu es au niveau du plan. Beaucoup d'apprenants font quoi? Au niveau de l'argument 1, au lieu de décliner l'idée, la thèse là, en de petites idées simples, ils présentent une formulation qui englobe tout. Et là, maintenant, ils commencent par faire du surplace. Lorsqu'on dit le travail éloigne de nous 3 grands mots, MAUX, l'ennui, le vice et l'oisiveté. Tu peux d'abord prendre le premier élément. Dis tout ça, argument 1, celui qui aime le travail s'ennuie rarement. C'est un aspect. Oui. Et tu trouves ton exemple. Après, quand on est habitué à travailler, il est difficile d'être envahi par des idées noires. Wow. Il est difficile de s'enliser dans le vice. Il est difficile de faire de mauvaises choses. C'est toujours la même thèse que je décline en argument comme ça. Oui. Et après, ça éloigne de nous L'oisiveté. le besoin, oui, l'oisiveté, le besoin, etc. Donc, je peux maintenant dire, argument 3, quelqu'un qui travaille beaucoup ne peut jamais être oisif. On est d'accord? Oui. Quelqu'un qui travaille beaucoup ne peut jamais être Oisif. oisif. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut apprendre à décliner la thèse en de petites idées et vous soutenez chaque idée avec un exemple. On est d'accord? Oui. Mais quand vous donnez des formulations qui englobent tout en même temps, vous avez déjà tout dit, vous aurez du mal à évoluer dans l'argumentation. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Donc, c'est ça. Alors, lorsque la consigne m'autorise à relever les limites, bon, quand je donne un argument, je prévois l'exemple. L'exemple, ça peut être des citations, ça peut s'inspirer aussi des faits de l'actualité, tout et tout, la transition. Tout dépend de la consigne. Si j'écris le mot transition, c'est suffisant. Je ne vais pas oublier de formuler la transition dans son entièreté. On est dans un plan. Et après, limite de la bande. Maintenant, je vais commencer par voir. Mais on dit le travail éloigne de nous. Et l'ennui, le vice. J'ai dit, je crois que c'est le besoin. Hein? Ah, le besoin. Je ne me rappelle pas exactement le besoin. Donc, lorsqu'on parle des limites de l'affirmation, ce n'est pas que vous rejetez ce que vous avez dit. Au niveau de la justification. Mais vous essayez de voir d'autres aspects du problème que l'auteur n'a peut-être pas évoqués. Okay. On est d'accord? Oui. Quand nous prenons des gens qui sont dans la prison, ils travaillent, si tu es condamné à, je ne sais pas, 50 ans ou bien 60 ans, bon, tu vas travailler, mais tu es condamné à 60 ans, je ne sais pas comment. Dans ce contexte-là, tu peux t'épanouir, etc. Je ne sais pas. Maintenant, toujours par rapport aux limites, je voudrais attirer l'attention des candidats sur quelque chose. On dit, je prends un sujet qui dit que la corruption est nuisible pour le développement. Et vous montrez, au niveau de la justification, comment c'est nuisible, tout ce que ça permet de ne pas faire, c'est-à-dire comment ça arrière le pays. Mais au niveau des limites, vous ne pouvez pas dire que la corruption est une bonne chose. Parce que dans tout ce que nous faisons, mais quelle leçon se dégage? On ne peut pas légitimer la corruption. Non. Alors, on peut envisager l'antithèse en parlant par exemple des autres facteurs qui arrièrent le pays. On peut envisager les limites de cette pensée-là, de ce sujet-là, en parlant de tout ce qui est fait pour lutter contre la corruption. Etc. Vous voyez? Oui. Maintenant, la rédaction, en réalité, doit tenir compte du plan que vous avez fait. La différence entre le plan et le développement, c'est les explications et les commentaires que vous apportez à chaque niveau. Vous prenez le premier argument, vous avez des explications à apporter, vous apportez toutes ces explications, vous avez des commentaires à faire, vous faites les commentaires et vous apportez le deuxième argument selon votre plan, etc. etc. C'est ce que c'est ce qui me vient à l'esprit pour le moment. D'accord. Peut-être avec les questions. Alors, déjà au niveau de l'introduction, quelle est la structure de l'introduction d'une dissertation? C'est la structure universelle. Hein? Ok.
une généralité qui a forcément un lien avec le problème qui est posé. Je dis souvent aux apprenants que trouver la généralité d'un sujet de dissertation, c'est rattacher le sujet à un ensemble plus grand. J'ai un sujet par exemple qui parle de la corruption. Généralité. Nos pays, dans leur effort de développement, sont confrontés à plusieurs mots, MAEX. Au nombre de ceux-ci figure la corruption. Donc, le problème qui est posé, vous le rattachez à un contexte plus grand, à un ensemble plus grand. C'est comme ça que j'explique un peu la généralité. Et après, la pose du sujet. L'affirmation vient tout simplement. L'affirmation qui fait l'objet de la dissertation vient tout simplement. C'est à ce sujet que, c'est dans cette perspective que ça vient. Et vous annoncez le plan. Est-ce qu'il faut mettre en évidence le problème posé? Vous n'en avez pas besoin. On a débattu de cette affaire-là. Plusieurs fois à la correction de bac. D'abord, au début, on a déjà demandé à l'apprenant de mettre en évidence le problème posé. Je sais que ça continue de faire polémique. On dit non. Bon, non, simplifions les choses. Et après, vous annoncez le plan. Et pour annoncer le plan, moi, je dis, lorsque vous ne pouvez pas annoncer le plan sur la forme interrogative, soyez simple. Si la consigne qui accompagne le sujet m'autorise à soutenir le point de vue et après en relever les limites, il s'agira de montrer la pertinence de cette déclaration sans oublier d'en relever les limites. Si j'ai des formules simples toutes faites comme ça, ça va me tirer d'affaire. Hein? Oui. Mais si je maîtrise très bien la langue de Molière, je peux manipuler ça tel que je l'entends, mais si je ne veux pas prendre trop de risques, des formules simples. Et je dis le meilleur style, c'est un sujet, un verbe, un complément. C'est des phrases courtes. Oui. Merci beaucoup CP. Alors nous allons aborder la dernière partie de cette émission qui concerne les épreuves proposées dans l'enseignement technique, notamment les épreuves des séries F et G. Voilà. Qu'est-ce qui fait la spécificité? Parce que nous avons de l'autre côté aussi la contraction, le commentaire, la dissertation. Qu'est-ce qui fait la différence et la spécificité? Qu'est-ce que vous avez à conseiller aux candidats de ces séries-là? C'est pratiquement le même conseil, hein? Seulement qu'ici, il y a les tâches ne sont pas tellement déclinées en des consignes. Oui, voilà. Donc il n'y a plus de situation d'évaluation. Il n'y a plus de situation d'évaluation. Voilà. Ce n'est plus un thème, il n'y a plus un thème qui relie les trois sujets. Sinon, fondamentalement, c'est les mêmes exercices. Oui. Mais bon, dans la tâche, vous mettez au travail. C'est la différence que je vois. Hein. Voilà. Sinon, c'est les mêmes exercices, mais la démarche a changé. C'est plus direct. Si c'est un sujet de dissertation, vous mettez le sujet, le libellé du sujet en même temps, suivi de la tâche, et c'est terminé. C'est terminé. Voilà. Oui. Okay. Mais par rapport à la rédaction des différents exercices là, c'est la même méthodologie. La même méthodologie. Voilà. Oui. Okay. Et permettez-moi quand même de dire aux candidats que il faut se détendre. Il faut se détendre. Et à la veille, donc aujourd'hui, la tenue qu'ils vont porter là, que ça soit déjà préparé, les outils dont ils auront besoin, stylo, il faut prévoir deux, parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Crayon, 2, parce qu'on ne sait jamais. La carte d'identité, tout ça là, il faut prévoir, il faut mettre ça. La convocation. La convocation, de sorte que demain vous vous levez, vous l'avez. Tout est fluide, tout est linéaire. Des fois, on cherche à cacher cette pièce-là et au lendemain, on ne se retrouve plus. À la veille, il faut faire ce point-là. Tout préparer. Vous vous levez, vous partez. Ah. Oui. Okay. Et un conseil à donner aux parents? Que les parents cessent de stresser les apprenants. En ces moments d'examen, c'est des moments de stress, donc il faut les coacher, les accompagner. Et quand ils reviennent à la maison, ce n'est pas la peine de leur demander quelle réponse tu as donnée ici. Non. Et eux-mêmes, je leur dis, mais
Quand vous finissez de composer, rentrez chez vous. Ne discutez pas de ce que vous avez fait, parce que ça peut vous frustrer et impacter négativement sur le reste de la composition. Si tu découvres que tu as mal répondu à une consigne, ça va agir sur toi. Ça peut agir défavorablement sur ton moral. Donc, vous finissez de composer, vous rentrez chez vous. C'est ça. Abel Tiando a assuré les manipulations techniques de cette émission. Et ici, dans le studio bleu de la 96.3 FM, j'ai reçu pour vous le CP Idossou Georges. Avec lui, nous avons parlé des différents compartiments de l'épreuve de français. Alors, chers candidats, très bonne chance à vous, bonne semaine de composition et voilà, à dimanche prochain.